Salam alaikum. Aujourd'hui, on va essayer de parler des normes qui sont couramment citées dans les marchés, de manière générale, mais en particulier ceux du Maroc. Bien sûr, le prescripteur, il choisit toujours de citer plusieurs normes. Parfois, c'est des normes qui se complètent. Par exemple, il peut citer un règlement qui s'occupe, un règlement des calculs, du dimensionnement, mais en même temps, il va citer un règlement parasismique. Donc, les deux réunis se complètent. Chacun traite un côté, mais les deux réunis voilà, ils traitent le tout, quoi. Mais le prescripteur, il peut citer aussi des normes qui traitent la même chose. Par exemple, il peut faire appel à la norme marocaine et la norme française, alors que c'est deux normes qui peuvent traiter la même chose. Mais à chaque fois que le prescripteur il cite plusieurs normes, il faut qu'il mentionne dans son marché dans quel ordre il faut utiliser ça. Il faut les consulter. Par exemple, si on prend toujours cet exemple de normes marocaines, normes françaises, il faut que le prescripteur il nous dise est-ce qu'on va commencer d'abord par la norme marocaine et ensuite on va chercher dans la norme française et ensuite éventuellement dans un autre système de normalisation, ou bien il faut que toutes ces normes soient respectées. Le choix, il peut changer d'un marché à l'autre, mais bon, si le prescripteur il ne dit rien, ça veut dire que toutes ces normes, a priori, il faut qu'elles soient respectées. Donc ça veut dire que la norme la plus contraignante, ou bien parfois il le précise même, que la norme il faut respecter la norme la plus contraignante. C'est-à-dire si par exemple, si on prend je dis n'importe quoi, si on prend par exemple une tolérance sur la verticalité, il y a des normes par exemple dans la norme française, il y a des normes des tolérances, des intervalles de tolérance dans la norme marocaine, des intervalles de tolérance dans la norme française, eh bien nous allons regarder quel est l'intervalle le plus restreint, c'est ça ce qu'on va respecter. Le choix peut être fait dans ce sens. Mais parfois, le choix, il peut se faire dans un sens, juste par précaution, parce que le prescripteur, par précaution, il se dit, bon, peut-être qu'il y a des points qui déloupaient dans la norme marocaine, par exemple, et qui risquent, qui n'ont pas été traités. Donc, par précaution, il préfère multiplier les normes, comme ça, il est sûr, en fait, il va minimiser la probabilité ou la rendre carrément nulle. Donc, on va chercher d'abord dans la norme marocaine. Si on ne trouve pas, si cette norme elle ne traite pas le point en question, eh bien, on va chercher dans la norme française et ainsi de suite. Donc, de toutes les manières, le prescripteur, souvent, il fait appel à plusieurs normes. Il faut qu'il nous précise dans quel ordre ils vont être consultés. S'il ne dit rien, ça veut dire que toutes les normes, il faut qu'elles soient respectées. Autrement dit, la plus contraignante. Donc nous allons commencer évidemment par la norme marocaine. Comme on disait tout à l'heure que on va particulièrement parler des marchés du Maroc. Donc pour la norme marocaine, il y a un institut qui s'appelle IMANOR, Institut marocain de normalisation. C'est un institut qui se trouve à Rabat, qui s'occupe de la normalisation. C'est cet organisme, en fait, cet institut. C'est un institut, c'est un établissement public qui a une personnalité morale et qui relève du ministère de l'Industrie et qui a justement cette responsabilité d'élaborer les normes et de promouvoir leur utilisation. Mais ça ne concerne pas que le génie, ça ne se limite pas au génie civil uniquement, mais ça concerne tous les domaines. Ça va par exemple, les normes dans l'agroalimentaire, etc. Donc c'est vraiment un tout. Et comment cet organisme il fonctionne? À chaque fois qu'il s'intéresse par exemple à une norme, je dis n'importe quoi, par exemple dans le domaine de la santé, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un groupe de travail dans le département ministériel qui s'occupe de cette activité. Si par exemple la norme en question, je dis n'importe quoi, je ne suis pas médecin, mais si la norme par exemple, elle s'occupe de la maladie du cancer par exemple. Donc dans le ministère de la Santé, il doit y avoir un département qui s'occupe peut-être des maladies chroniques ou des maladies qui sont voilà, de ce côté-là. Et donc il va créer un groupe de travail dans ce département ça s'appelle, en fait, ce groupe de travail s'appelle une commission technique de normalisation. Et cette commission technique de normalisation, elle ne comprend pas uniquement les représentants du ministère, ça veut dire les représentants de cet organisme public, mais c'est une commission qui va comprendre, qui va rassembler toutes les parties prenantes, toutes les personnes
physiques ou morales qui peuvent avoir un apport ou qui sont intéressés par la norme. Donc certainement, il y aura des médecins, il y aura des experts, il y aura peut-être des profs universitaires, il y aura des chercheurs, des experts, etc. Donc ça fait appel vraiment à toutes les parties euh, prenantes qui peuvent avoir une valeur ajoutée, qu'elles soient tous les organismes, qu'ils soient publics ou privés, mais qui sont, voilà, peut-être l'ordre des médecins aussi, peut-être qu'il va être impliqué. Donc tous les organismes qui peuvent avoir un plus là-dessus. La même chose, si cet Imanor, cet institut, il va créer par exemple une norme dans le domaine de l'artisanat, et bien dans l'artisanat, il y a peut-être la poterie, il y a l'artisanat du bois, etc. Donc au sein du ministère de l'artisanat, il doit y avoir certainement des départements qui s'occupent par exemple de la poterie. Eh bien, l'institut va créer une commission technique de normalisation dans le domaine de la poterie qui va peut-être regrouper des artisans, voilà, qui ont de l'expérience, etc., etc., pour élaborer des normes là-dessus. Et pour nous, pour ce qui nous intéresse, le génie civil, eh bien, le ministère tutelle de ce domaine, c'est le ministère de l'équipement. Donc, Imanor, il a créé des commissions techniques de normalisation au sein des différents départements de ce ministère. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une seule commission, mais il s'agit de plusieurs commissions. Et pourquoi il y en a plusieurs? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. Donc il y a par exemple l'étanchéité, il y a les travaux, par exemple les liants hydrocarbonés, les liants hydrauliques, l'assainissement, etc., etc. Donc ce n'est pas une seule commission, c'est plusieurs commissions. Et pour être un peu plus précis, l'Institut a créé 13 commissions techniques de normalisation auprès du ministère de l'équipement pour s'occuper justement, pour élaborer les différentes normes dans le domaine du génie civil. Parce qu'une commission, comme on disait tout à l'heure, pour chaque norme, on va faire appel aux personnes, aux experts, aux personnes qui sont spécialisées dans le domaine. Donc, on ne peut pas faire appel à quelqu'un qui est spécialisé, par exemple, dans le béton pour élaborer une norme dans le domaine de l'étanchéité. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plusieurs commissions techniques. Et chaque commission technique, pour chaque commission technique, il y aura des groupes de travail. Et ces groupes de travail, c'est des groupes qui sont spécialisés évidemment dans le domaine. Et de manière générale, les normes marocaines, elles commencent par NM, ça veut dire normes marocaines. Et ensuite, nous avons la référence. Pour les normes dans le domaine du génie civil, de manière générale, toujours, ils commencent par 10. NM, norme marocaine, 10 et quelque chose. Mais ce n'est pas la règle parce qu'il se peut qu'on ait, par exemple, des normes européennes qui sont devenues marocaines. Ça veut dire des normes qui sont à la base européennes, mais qui ont été homologuées par le système marocain. Donc, ils peuvent porter la référence NM, ensuite EN, ça veut dire European Norm, ensuite la référence. Mais de manière générale, et pour les chaussées, je crois qu'on est dans le NM 13, etc. Parce que dans le système de normalisation, il y a des secteurs, et pour chaque secteur, ça commence par un chiffre. 00, 01, 02, etc. Le génie civil, nous sommes dans le 10. Les chaussées, parce que pour les chaussées, nous sommes dans les carrières, on doit être dans le 13, etc. etc. Mais comme je disais, il n'y a pas que le génie civil, il y a aussi la métallurgie, par exemple, il y a la mécanique, il y a le textile, voilà, il y a l'agroalimentaire, etc. Donc ça comprend vraiment tout, mais pour nous, on s'intéresse uniquement au génie civil. Donc ça, c'est un peu pour les normes marocaines. Pour les normes françaises, à la différence de la norme marocaine, on disait que pour la norme marocaine, l'organisme qui s'occupe de la normalisation, de l'élaboration des normes et de leur promotion, c'est Imanor, c'est un institut public, c'est un établissement public. Mais pour le cas de la France, c'est un peu différent. C'est une association, ce n'est pas un établissement public, mais c'est une association qui s'appelle AFNOR, Association française de normalisation, qui a été créée en 1926, si ma mémoire est bonne. Et voilà, donc c'est une association qui ne regroupe pas des personnes, mais c'est une association qui est reconnue par le pouvoir public et qui a plusieurs adhérents. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est plusieurs centaines d'adhérents. Et les adhérents, c'est pas uniquement des personnes, mais c'est vraiment des entreprises. Je pense que le nombre d'adhérents tourne autour de 2500 entreprises qui sont pas forcément spécialisées dans le génie civil, parce que l'AFNOR,
c'est vraiment le noyau le noyau de la normalisation en France. Et quand je dis la normalisation, ça ne se limite pas uniquement au génie civil, comme tout à l'heure, comme Imanor, mais ça s'élargit vraiment, ça concerne vraiment tous les secteurs. J'ai même vu des normes voilà, concernant par exemple le tatouage, et ça peut même toucher l'agroalimentaire. C'est vraiment ça comprend vraiment tout. C'est pour ça que les adhérents de cette association, ce n'est pas que des gens ou des entreprises qui sont spécialisées en génie civil, mais voilà, qui touchent vraiment toutes les activités. Et donc l'objectif de l'AFNOR, c'est élaborer les normes et promouvoir leur utilisation, mais elle a aussi élargi ses activités pour faire également des formations. Donc je disais pour les normes françaises, ils sont reconnaissables parce qu'ils commencent de manière générale par NF, ça veut dire norme française. Pour la norme marocaine tout à l'heure, on a dit que ça commence par NM. Pour la norme française, ça commence par NF, ça veut dire norme française. Et pour les normes françaises, il y a quelque chose de très intéressant qui est un peu différent par rapport à la normalisation au Maroc, c'est qu'à travers la référence de la norme en question, on peut connaître jusqu'à un certain niveau, on peut connaître un peu le cheminement de cette norme, parce qu'il y a plusieurs cheminements que la norme puisse parcourir avant qu'elle devienne une norme qui est homologuée par le système français. Alors, une norme, je dirais entre guillemets normale, qui a suivi un chemin normal, c'est une norme qui commence par NF et ensuite la référence. Mais l'AFNOR, elle a créé aussi des normes qu'elle appelle des normes expérimentales. C'est-à-dire que elle va créer une norme, mais elle n'est pas encore sûre de la fiabilité de la norme, donc elle ne va pas l'homologuer, mais elle va l'appeler une norme expérimentale. Et ces normes expérimentales, généralement, ils commencent par P, ou bien X, ou bien XP. Ça veut dire P ensuite la norme, ensuite la référence, ou bien X ensuite la référence, ou bien XP ensuite la référence. Ça veut dire que ça ne commence pas par NF, comme on disait tout à l'heure, mais ça commence par P, X, ou bien XP. Et donc l'AFNOR, il dit non, ça c'est une norme qui est expérimentale, et il va se donner un délai qui est généralement de 2 à 3 ans, 2 ans, bien 3 ans, et pendant cette durée, ou pendant ce délai, toutes ces parties prenantes, donc pour le cas du génie civil, parce que l'AFNOR, on a dit, c'est pas que le génie civil, c'est tous les secteurs. Donc pour le cas par exemple du génie civil, donc les bureaux de contrôle, les bureaux d'études, peut-être les architectes, les ingénieurs, les experts, voilà, donc toutes les entreprises de BTP, etc., ils ont justement ce délai de 2 à 3 ans pour éventuellement émettre des remarques. Donc toutes les personnes qui sont spécialisées dans le domaine en question, qui ont des remarques, ils peuvent les mettre et les transmettre à l'AFNOR pendant cette durée. Bien sûr, les remarques ne sont pas prises comme ça automatiquement, mais ces remarques, ils vont être étudiées pour voir justement leur fiabilité. Et si c'est fiable, ces remarques peuvent être prises en considération pour donner naissance, parce que cette norme, elle va être modifiée par la suite, pour donner naissance à la norme qui est homologuée. Et maintenant, la norme qui est homologuée, une fois ce délai expiré, la norme, elle va devenir NF, mais ensuite, elle garde un peu la référence. Ça veut dire on peut avoir NF, ça veut dire maintenant, c'est une norme française, elle n'est plus expérimentale, c'est une norme française. Tout à l'heure, on a dit que ça commence par PX ou bien XP, mais elle va devenir une vraie norme qui est homologuée, donc ça commence par NF, mais elle va conserver l'ancienne appellation, donc NFP et ensuite la référence. Donc quand vous voyez, en fait, ça donne une idée, ça donne des informations sur le chemin que cette norme a parcouru avant de devenir une norme qui est homologuée par le système français. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les fascicules de documentation. C'est quoi les fascicules de documentation? Eh bien, quand l'AFNOR elle travaille sur une norme, mais elle sait à l'avance que cette norme, elle serait difficilement applicable. C'est-à-dire pour passer d'une situation à une nouvelle situation et que toutes les entreprises, tous les bureaux d'études, etc., ils puissent respecter cette nouvelle norme, eh bien, elle sait que ça va poser des difficultés dans un premier temps. Donc, au lieu de parachuter comme ça une norme qui va devenir du jour au lendemain imposable, elle va passer par une période transitoire, comme tout à l'heure, comme pour la norme expérimentale. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une norme expérimentale, mais elle va l'appeler fascicule de documentation qui commence par FD. Et ça comprend juste des conseils, juste des recommandations. Donc, c'est juste, voilà, donc ce FD n'a pas un caractère imposable, mais c'est juste des recommandations
à ces différentes parties prenantes pour les prendre en considération. Mais lorsque justement ces parties prenantes, ils consultent le FD, ils savent que c'est un fascicule de documentation, donc au bout d'un certain temps, la vraie norme, elle va être publiée par la FNOR et à ce moment-là, elle aura un caractère imposable. Donc ces entreprises, elles vont commencer à se mettre à niveau, voilà, donc à commencer à s'organiser pour pouvoir, les fournisseurs également, pour que la norme qui va sortir dans 2 ans par exemple, ou dans 3 ans, pour que son application ne pose pas de problème. Donc c'est une sorte de préparation du secteur pendant une certaine durée pour que lorsque la norme elle tombe, eh bien tout le contexte serait déjà prêt, toute la culture elle serait déjà là quoi. Et voilà, donc ça permet une application un peu fluide. Mais il y a également un autre chemin. Vous savez, il y a un système européen de normalisation que nous allons voir tout à l'heure. Les normes européennes qui sont reconnaissables parce qu'ils commencent par EN, European Norm. Le système il est créé pour l'Europe, donc y compris la France, mais ces normes, même s'ils sont créés pour les pays de l'État de l'Europe, ils ne sont pas automatiquement transposables en normes françaises. Ça veut dire qu'on peut avoir une norme européenne qui n'est pas applicable en France. Donc la France, elle prend son temps pour analyser les différentes normes et elle peut tout simplement, elle peut ne pas elle peut refuser l'application d'une norme. Donc lorsque une norme, c'est pour ça que moi je suis un peu surpris par rapport au contexte marocain, même si on va sortir un peu du sujet, parfois je suis un peu surpris par des voix qui se lèvent, des militants qui disent que voilà, quand il y a une contradiction entre le droit international et le droit marocain, c'est le droit international qui prime. Alors que même en France, et là, voilà, je parle, voilà, et alors qu'en France, même en France, quand il y a une contradiction, ce n'est pas le droit européen, et là on ne parle même pas du droit international, on parle des normes européennes qui sont créées pour l'Europe. La France est un pays européen et pourtant la norme européenne elle n'est pas transposable de manière automatique en France. Donc ça nécessite parfois une certaine adaptation, un certain ajustement ou des ajustements pour qu'elle soit applicable dans le contexte français. Et lorsque cette norme européenne, la norme X, elle devient, c'est pas X comme tout à l'heure, mais une certaine norme, quand elle devient applicable en France, eh bien à ce moment-là, elle va commencer par NF parce que maintenant elle est applicable en France, mais elle va garder un peu l'ancienne référence, donc elle va commencer par NF, ensuite EN et ensuite la référence. Ça veut dire que c'est une norme qui est française, applicable en France, mais c'est une ancienne norme européenne. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant dans la norme, dans le système français de normalisation, c'est qu'à travers l'appellation, on peut deviner le chemin que la norme a parcouru avant de devenir une norme voilà, française. Donc ça, c'est en ce qui concerne la norme française. Il y a aussi la norme européenne, comme ce que nous disions tout à l'heure, la norme européenne. Il y a une commission qui s'appelle la Commission européenne de normalisation qui essaye d'harmoniser la norme, d'harmoniser le système européen pour créer un seul système de normalisation. Et ces normes européennes, ils sont reconnaissables parce qu'ils commencent par EN. Tout à l'heure, le Maroc c'est NM, la France c'est NF, l'Europe c'est EN, European Norm. Voilà, donc l'objectif c'est de permettre, c'est d'éliminer les frontières par rapport à la norme, d'éliminer les frontières entre les pays de l'Europe. Il y a également les DTU. Alors, les DTU, c'est documents techniques unifiés. C'est quoi les documents techniques unifiés? Vous savez, avant l'apparition de ces documents techniques, il y avait un grand problème. Quand on prend deux marchés différents, mais qui traitent un peu la même chose, ça veut dire quand on prend un marché numéro 1 qui concerne la construction d'un bâtiment, par exemple R+10, d'un côté. Et puis nous prenons un deuxième projet qui concerne la même chose, un autre bâtiment R+10, avec qui a les mêmes caractéristiques que le premier. Eh bien, le problème qui se posait au départ, c'est que quand on comparait ces deux marchés, eh bien, on trouvait que il y avait beaucoup de divergences entre ces deux marchés, alors que
c'est deux marchés qui traitent pratiquement la même chose. C'est la construction de deux immeubles, même capacité, même caractéristiques techniques, etc. Et pourtant, nous avons deux marchés qui sont complètement différents. Donc il y a un centre qui s'appelle le CSTB qui a fait attention à ça et qui a dit non, c'est pas normal, il faut harmoniser ces choses. Le CSTB, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le Centre scientifique et technique du bâtiment. C'est un centre qui est français, qui a vu le jour en 1947. 1947, ça veut dire 2 ans après l'achèvement de la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Deuxième Guerre mondiale, elle a eu lieu entre 1939 et 1945. Donc le CSTB a été créé en 1947 parce qu'à l'époque, la France était à terre, tous les pays sortant des guerres étaient à terre. Donc, l'objectif de la création de cet institut, c'était d'accompagner la reconstruction de la France, parce qu'il fallait reconstruire le pays, et d'accompagner cette reconstruction en termes techniques, surtout en termes techniques et de sécurité. Donc l'objectif au départ, c'était de faire de la recherche et développer cette activité. Mais finalement, cet institut a bien fait le travail. Il s'est tellement développé qu'il a commencé à élargir ses activités. Donc, il ne s'est pas limité uniquement à faire de la recherche, mais il fait des recherches, il publie ses résultats. Également, il fait de la certification, il fait des évaluations. Et il a été créé au départ en France pour la France, mais par la suite, il s'est tellement développé qu'il a commencé à s'exporter au-delà des frontières françaises, un peu partout dans le monde, en Europe et dans les pays africains également. Et aujourd'hui, vous savez, quand un fournisseur il souhaite mettre un nouveau produit dans le marché, le bureau d'études, le bureau de contrôle, le maître d'ouvrage, ils vont lui demander un avis technique parce que c'est un produit que personne ne connaît à part son fabricant. Donc il faut qu'il accompagne ce produit d'un avis technique d'un organisme qui doit avoir une renommée, qui doit être reconnu justement par ses intervenants. Et quand un fournisseur ramène un avis technique de la part du CSTB, eh bien tout le monde va l'accepter. Tous les bureaux d'études, tous les bureaux de contrôle, tous les prescripteurs, les maîtres d'ouvrage, les architectes, tout le monde va l'accepter parce que le CSTB il a vraiment une grande renommée. Aujourd'hui, il a une grande réputation au Maroc, dans les pays africains également et un peu partout dans le monde. C'est vraiment un organisme qui a su se faire une très bonne image. Donc, quand un fournisseur il ramène un produit avec une certification ou avec un avis technique favorable de la part de CSTB, c'est fini, tout le monde va l'accepter. Donc je disais pour le DTU, donc le CSTB, il a fait attention, il a dit non, il y a un problème. Il a dit, quand on a deux marchés qui se ressemblent, deux marchés de bâtiments, il faut qu'il y ait beaucoup de ressemblances dans ces deux marchés, ce qui est normal, ce qui est logique. Or, ce n'est pas le cas. Donc, elle a travaillé main dans la main avec AFNOR, que nous avons vu tout à l'heure, l'Association française de normalisation. Ils ont travaillé ensemble pour créer les DTU qui ont vu le jour en 1958. Mais ils ne sont pas les seuls parce que à chaque fois, c'est comme tout à l'heure, à chaque fois qu'il s'agisse d'une norme, eh bien, ils vont associer plusieurs parties prenantes. Parce que les DTU, ça concerne les bâtiments, c'est vrai, mais ça concerne tout. La maçonnerie, le béton armé, ça concerne les revêtements, la plomberie, l'électricité, l'étanchéité, etc. Donc ça comprend tout. Donc il y a beaucoup de corps de métier. Et à chaque fois qu'ils vont élaborer un DTU dans tel ou tel corps de métier, eh bien, ils vont faire appel, évidemment, ou ils vont créer un groupe de travail de personnes ou organismes qui sont spécialisés dans le domaine. Par exemple, il y a Socotec et Veritas que tout le monde connaît qui ont participé à l'élaboration de ça. Il y a, je crois, l'entreprise Bouygues. Donc il y a vraiment les grosses pointures dans le domaine, en tout cas dans le domaine du génie civil, qui ont participé à l'élaboration de ça. Donc le premier problème ou la première problématique, c'était ça. C'était d'abord d'harmoniser les marchés. Et ça permet vraiment donc ça permet vraiment d'avoir une sorte de référence. Et la deuxième chose, c'est de créer ce qu'on appelle les règles de l'art. Parce que tout le monde dit, ça c'est pas conforme aux règles de l'art, ça c'est conforme ou pas conforme aux règles de l'art. Mais c'est quoi les règles de l'art justement? C'est ça, c'est les DTU. Donc cet ensemble de DTU, il a vraiment créé une base, une référence
à la fois des règles de l'art et en même temps des clauses techniques pour que voilà, la rédaction des marchés il est devenue très très facile parce qu'il suffit de faire référence à ces DTU pour que tout cet ensemble de DTU soit, pour que l'application de cet ensemble de DTU soit obligatoire à l'entreprise qui a le marché. Euh, et donc, euh, et donc, ça facilite beaucoup la rédaction. Bien sûr, il se peut qu'il y ait des clauses particulières pour faire des dérogations, etc. Mais ça facilite vraiment la négociation, surtout entre le maître d'ouvrage et l'entreprise, parce qu'ils ont déjà une base. Et ensuite, ils peuvent se mettre d'accord par la suite sur les clauses particulières à mettre. Les DTU ne sont pas gratuits, ils sont, ils sont vendus par le CSTB et par l'AFNOR. Ils sont vendus en ligne. Chaque DTU, il comprend plusieurs parties. Parfois, la partie aussi, elle est divisée en plusieurs parties. Je pense que ça coûte entre 70, la toute partie, je crois que ça coûte entre 70 euros et 200 euros, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ces DTU, ils sont vendus en ligne sur le site de AFNOR et sur le site de CSTB parce qu'on a dit que c'est les deux qui se sont associés pour donner naissance au DTU. Il y a également le BAEL que certainement beaucoup connaissent. Le BAEL, ça veut dire le béton armé aux états limites. Le béton armé aux états limites. Le béton, c'est un matériau qui résiste très bien, comme vous le savez, c'est un matériau qui résiste très bien aux efforts de compression, mais il a beaucoup de mal à résister aux efforts de traction. À l'inverse, le ferraillage, c'est un matériau qui résiste très bien aux efforts de traction, mais qui a beaucoup de mal à résister aux efforts de compression. Pourquoi? Tout simplement parce que vu les dimensions, eh bien, il va flamber. Donc il faut noyer ces barres dans une masse de béton pour que ça puisse fonctionner correctement sans flambement. Donc le ferraillage a besoin de béton et le béton a besoin de ferraillage et ensemble, il constitue un matériau, ce béton armé, un matériau qui résiste très bien à la fois aux efforts de traction et aux efforts de compression. Eh bien, le BAL, et quand on dit BAL, ça veut dire béton armé aux états limites. Quand on parle des états limites, c'est-à-dire il y a les états limites ultimes, il y a les états limites de service. Les états limites ultimes, c'est-à-dire pour que notre bâtiment, il faut qu'il soit stable. Il ne faut pas qu'il se renverse. C'est ça l'état. C'est ça en fait, en gros et très schématiquement, l'état limite ultime. L'état limite de service, ça veut dire qu'il faudrait que il faudrait qu'on puisse exploiter notre bâtiment dans des conditions normales. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait par exemple une flèche, parce qu'on peut avoir une flèche, donc il n'y a pas une ruine ou un écroulement du bâtiment, mais son exploitation ne peut pas se faire dans des conditions normales. Donc le BAL, donc le béton armé aux états limites, donc c'est un règlement qui nous permet de dimensionner notre béton armé pour que la structure puisse être capable ça veut dire de garantir la stabilité du bâtiment et en même temps permettre une exploitation normale de ce bâtiment. Donc ça nous donne comment calculer les différents efforts qui sont appliqués sur ce bâtiment. Donc d'abord d'évaluer les actions. Quelles sont les actions qui sont appliquées sur ce bâtiment? Bien sûr, comme vous le savez très bien, il y a les charges d'exploitation et les charges permanentes. Les charges d'exploitation, les charges permanentes d'abord, nous parlons de la structure. Donc tout ce qui est au-delà de la structure, ça peut rentrer soit dans les charges permanentes, soit dans les charges d'exploitation. C'est-à-dire le revêtement par exemple, donc la chape plus le revêtement, ça c'est des efforts qui sont permanents. Le poids propre évidemment de la structure, ça c'est des charges qui sont permanentes. Et s'il s'agit d'un bâtiment industriel qui va comprendre du matériel, des machines qui sont lourdes, eh bien ça rentre également, ça fait partie de ces charges permanentes qui doivent être prises en considération lors du dimensionnement du bâtiment. Maintenant, les charges d'exploitation, eh bien, ça dépend de la destination de ce bâtiment. Donc, si c'est un bâtiment, par exemple, pour destiner à l'habitation, généralement, on prend 150 kg par mètre carré, ça veut dire deux personnes de 75 kg,
voilà, dans un mètre carré. Maintenant, si le bâtiment est destiné à autre chose, par exemple, si c'est un lieu de culte, une mosquée par exemple, eh bien on va prendre plus, une administration va prendre plus, si c'est une salle de gym, on va prendre plus, si c'est une salle de fête, on va prendre encore plus parce qu'il y a une grande concentration des personnes. Voilà, si c'est un théâtre, etc., un établissement scolaire ou universitaire, etc. Donc ça dépend de la nature de l'utilisation, de la destination de cet immeuble. Et en fonction de ça, on calcule le BEL. Il nous permet de calculer les actions qui sont appliquées sur ce bâtiment. Il nous donne également comment ces actions sont ventilées sur les différents éléments de la structure. C'est-à-dire, il nous donne qu'est-ce qui est appliqué sur le bâtiment et comment il est appliqué sur le bâtiment. Donc, qu'est-ce qui est appliqué sur chaque poutre, sur chaque poteau, sur chaque mètre carré de plancher, sur chaque voile, sur chaque semelle, etc., etc. Donc, il nous donne vraiment ces actions, comment elles sont ventilées à travers ce qu'on appelle la descente de charge. Il ne se limite pas à ça, mais il nous donne également comment calculer, en fonction de ces efforts qui sont appliqués sur ces éléments, comment calculer, comment dimensionner ces éléments. Donc, comment dimensionner la poutre, en connaissant les charges qui sont appliquées, les efforts, comment dimensionner les poteaux, comment dimensionner les voiles, comment dimensionner les planchers, les semelles ou le radier, etc., etc. Donc, ça nous donne vraiment comment, et quand je dis dimensionner, ça veut dire définir les dimensions du béton et définir également la nature du ferraillage, les diamètres des différentes barres, voilà, les espacements des armatures transversales, leur diamètre, comment ils sont, etc., etc. Il nous donne également le BEL, comment tous ces éléments ils sont liés. Donc comment la poutre il est liée avec le poteau, comment le poteau il est lié avec la longrine, avec la semelle, comment la poutre est liée avec le plancher, etc. Donc il nous donne vraiment toutes les règles, toutes les équations pour dimensionner notre structure. Et c'est ces mêmes équations qui sont reprises aujourd'hui par les logiciels, parce que le calcul aujourd'hui se fait sur des logiciels. Donc c'est ces mêmes équations qui sont reprises par ces logiciels pour permettre justement de dimensionner nos structures. Et le BEL, il y a une version en 1983, donc le BEL 83, qui est devenu, dans l'application, est devenu imposable en 85, je pense janvier 1985. Ensuite, ils ont remarqué qu'il y avait pas d'erreurs, mais beaucoup de confusion dans cette version de 83. Donc, ils ont fait une sorte de... Ils voulaient modifier complètement la version, mais pendant cette époque, il y avait également, ça coïncidait avec l'élaboration des eurocodes que nous allons voir. Donc les eurocodes étaient en cours de préparation. Et donc ils se sont dit, ça ne sert à rien de faire une refonte complète de cette version parce qu'il y a une version des eurocodes qui allait voir le jour. Donc ils ont fait juste une sorte de toilettage, ils ont refait la rédaction de certains sur leur interprétation. Et donc ça a permis ça a donné lieu à la version 91 dont les dispositions sont applicables en 92 et qui à son tour a été modifiée en 99. Donc voilà, il y a également le BPEL. Alors quand on dit BPEL, ça veut dire béton précontraint aux états limites. Les états limites, c'est la même définition que nous avons vue pour le BEL. Et le béton précontraint, eh bien, le BPEL, c'est un règlement qui permet également de dimensionner, mais par rapport à ce béton qui est précontraint. La différence avec le béton armé, c'est que c'est un bâtiment qui est également armé. Mais il y a beaucoup moins de ferraillage par rapport au béton armé. Et en même temps, cette partie du ferraillage, entre guillemets manquante, elle a été remplacée par des câbles, par justement cette précontrainte. Et la précontrainte, ça veut dire que c'est des câbles qui traversent cet élément, généralement des poutres ou bien des planchers, et qui vont exercer comme une sorte de compression sur l'élément. Et cette compression, ça permet à cet élément d'avoir plus de résistance. Donc la partie de ferraillage manquante, elle est compensée par ça. Et cette précontrainte, il y a la précontrainte par post-tension et il y a la précontrainte par prétension.
La précontrainte par post-tension, ça veut dire que les câbles ils sont tirés après le coulage de l'élément. Généralement, c'est le cas généralement pour les dalles. C'est-à-dire qu'on coule la dalle, ça veut dire qu'on prépare notre coffrage, on met notre ferraillage. Dans ce ferraillage, on met nos câbles, nos différents câbles. Et par la suite, on coule le béton et on revient quelque temps, généralement 3 jours après. Si la résistance de notre béton est bonne, et bien à ce moment-là, on va tirer ces câbles avec une machine qui est spécialement conçue pour cela. Donc on va tirer ces câbles et puis on va les bloquer. Donc les câbles, ils ont tendance à revenir à la normale. Donc ils vont revenir à la normale, donc ils vont comprimer notre dalle. Et donc ça donne plus de résistance à cette dalle. Il y a la précontrainte par prétention, et c'est généralement le cas pour les éléments préfabriqués, pour les pots préfabriqués. C'est-à-dire qu'on tire d'abord le câble, ensuite on coule et par la suite on relâche. Quand le béton atteint une certaine résistance, on relâche ces câbles, et bien ils ont tendance aussi à revenir à la position initiale, et donc ça exerce une force de compression sur la dalle. C'est la même chose, pareillement par rapport au BAL, le BPEL aussi, il y avait plusieurs versions, une version en 83 qui a été révisée par la suite pour donner naissance au BPEL 91 dont les dispositions étaient applicables en 92, qui a été modifiée également en 99. Donc il a vu un peu pratiquement le même cheminement. Il y a également les eurocodes. Les eurocodes, c'est le système, aujourd'hui c'est considéré parmi les systèmes les plus avancés au monde. On avait dit que lorsque le BAEL 83 était en cours de modification, les eurocodes étaient à ce moment-là en cours d'élaboration. Les BAEL, à la différence les eurocodes, à la différence du BAEL, le BAEL s'intéresse uniquement au béton. Les eurocodes s'intéressent pratiquement à tous les matériaux. Donc, ils s'intéressent au béton armé, aux structures en aluminium, aux structures en bois, aux structures mixtes, aux structures métalliques. Donc, ça intéresse vraiment tous les matériaux de construction. Ils s'intéressent à la géotechnique aussi, parce qu'il y a plusieurs livres ou chapitres. Il y a l'eurocode l'eurocode 0 ou bien eurocode tout court, eurocode 1, eurocode 2 jusqu'à, je crois, eurocode 9, si ma mémoire est bonne. Et donc voilà, donc chaque livre ou chaque chapitre, et il s'occupe d'une partie. Donc aujourd'hui, il est vraiment conçu, il est considéré parmi les systèmes les plus puissants, les plus avancés au monde, et il a été créé par cette commission européenne de normalisation. Et l'objectif aussi, à l'instar des normes européennes, c'est vraiment d'éliminer les frontières entre les pays et permettre, par exemple, à une entreprise allemande de travailler en France, à un bureau d'études français de travailler en Pologne, à un bureau de contrôle polonais de travailler en Italie, etc. Donc c'est vraiment d'harmoniser ces modes de calcul en Europe. Et donc ça permettra aux entreprises de s'exporter beaucoup plus facilement parce qu'ils vont travailler avec les mêmes règlements. Voilà. Donc il y a aussi le RPS 2000. Le RPS 2000, en fait, c'est le règlement parasismique, c'est le règlement de construction parasismique. Mais avant, ça ne s'appelait pas comme ça. Avant, ça s'appelait le CSMB, le code sismique marocain du bâtiment. Et ensuite, il s'appelait le RSMB, le règlement sismique marocain du bâtiment. Et ensuite, ils ont changé l'appellation et il a gardé cette appellation qui est le RPS 2000, le règlement de construction parasismique. C'est tout simplement, c'est le règlement qui nous permet de calculer les actions parasismiques qui sont appliquées sur un bâtiment, et en même temps, il nous montre comment faire, donc il nous montre comment évaluer les actions parasismiques, et en même temps, il nous donne des solutions, il nous aide en fait à faire des conceptions techniques et des calculs techniques pour que notre bâtiment, en fait, pour avoir moins de dégâts en vie humaine et aussi en dégâts matériels. Donc, bien sûr, la barrière ou le degré de l'exigence dépendra de la nature de ce bâtiment et de son usage. Par exemple, la barre elle doit être très élevée, l'exigence elle est très élevée quand il s'agit par exemple
d'établissements d'hôpitaux par exemple, établissements scolaires ou universitaires, de théâtre, de salles de cinéma, parce qu'il y a, voilà, parce qu'en cas d'écroulement, les dégâts en vie humaine seraient énormes. Donc là, il y a beaucoup plus d'exigences. Également, lorsqu'il s'agit par exemple de musées dans lesquels sont exposées des œuvres qui sont uniques, qui sont irremplaçables, etc., ou bien un bâtiment par exemple qui comprend des secrets de l'État ou des choses qui sont une grande valeur, et bien à ce moment-là, les exigences évidemment elles sont beaucoup plus élevées qu'un bâtiment, par exemple un dépôt isolé dans lequel on stocke des matériaux qu'on peut facilement trouver dans le marché. Donc c'est pas la même chose. Mais l'objectif est le même. L'objectif, c'est vraiment de minimiser du RPS 2000, c'est vraiment de minimiser le dégât et aussi il nous donne des solutions, comment faire des conceptions, etc. pour limiter les dégâts en cas de séisme. Il y a aussi le PS92. Le PS92, c'est le RPS 2000 français, entre parenthèses. C'est le règlement de calcul parasismique, mais français. Mais évidemment, donc il a le même objectif également. Seulement l'un est marocain, le RPS 2000 est marocain, le PS 92 est français, mais il a le même but. Mais les prescripteurs, ils font exprès de citer parfois les deux parce que, voilà, comme on disait tout à l'heure, au cas où il y a une loupé par exemple, ou parfois pour prendre celui qui est le plus contraignant. Donc voilà, il y a aussi le CCTG. Le CCTG, alors le cahier des clauses techniques, CCTG, le cahier des clauses techniques générales. C'est quoi le CCTG? Eh bien, c'est l'équivalent du CCAG, sauf que le CCAG, il est administratif et le CCTG, il est technique. Le CCAG, le cahier des clauses administratives générales, c'est-à-dire c'est un cahier, pour les marchés publics notamment, c'est un cahier qui définit toutes les clauses en fait administratives qui lient l'entreprise au maître d'ouvrage. Donc ça définit par exemple quelles sont les pénalités de retard en cas de retard justement, qu'est-ce qu'il faut faire en cas du décès par exemple de l'entrepreneur, quels sont les documents que l'entreprise doit remettre au maître d'ouvrage, quels sont les documents que le maître d'ouvrage doit remettre à l'entreprise, etc., etc. Donc il définit vraiment l'ensemble des clauses administratives qui vont gérer ces deux parties. Maintenant, à l'inverse, mais évidemment, un CCAG, comme c'est administratif, avec ça, on peut gérer les projets, quelle que soit sa nature, parce que les clauses sont administratives. Donc, un bâtiment, un ouvrage d'art, un barrage, c'est la même chose. Par contre, quand on parle de CCTG, là, les clauses, ils sont techniques. Donc, évidemment, le contenu dépendra de la nature du marché. Ça veut dire les clauses techniques d'un barrage ne sont pas identiques aux clauses techniques, par exemple, d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'art. Ça n'a rien à voir, c'est différent. C'est pour ça qu'on imagine déjà que le CCTG il doit être beaucoup plus volumineux qu'un CCAG, hein, parce que vraiment c'est des clauses techniques. Et voilà. Et c'est pour ça qu'en fait on a un seul CCTG, ça c'est vrai, mais ça comprend ce qu'on appelle des fascicules. Donc on a un fascicule assainissement, on a un fascicule liant hydraulique, on a un fascicule liant hydrocarboné, etc., etc. Donc il y a beaucoup de fascicules. Il y a des fascicules aussi sur le dimensionnement. Et bien sûr, ces différents fascicules, ils peuvent reprendre un peu de ce qu'on a vu au début de cette vidéo. Donc on peut, dans le contenu d'un fascicule, par exemple, de dimensionnement, trouver les clauses ou le règlement de calcul du BAL ou bien du BPEL, par exemple. On peut également trouver des renvois vers les DTU, mais comme je disais tout à l'heure, je pense que les fascicules sont téléchargeables. Je ne suis pas sûr de cette information, mais je pense qu'ils sont téléchargeables. Mais même lorsqu'ils le sont, eh bien, quand il y a un renvoi vers les DTU, eh bien, ces DTU ils sont pas gratuits. Donc, il y aura juste un renvoi, mais il faut acheter les DTU pour voilà, compléter le... Il faut que l'intéressé achète le DTU pour compléter sa lecture. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose ou pas, mais en tout cas, je voulais vraiment faire un petit aperçu comme ça, général, sur les normes ou les normes et règlements qui sont couramment cités dans les marchés, voilà, donc qui sont couramment cités dans les marchés, notamment au Maroc. Et voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu aujourd'hui. Et n'hésitez surtout pas à m'envoyer si vous avez des remarques ou des observations. Voilà, merci beaucoup.